Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode un peu plus classique entre guillemets, dans le sens où on va pas faire de jeu aujourd'hui. Ça fait 2 épisodes que je fais des jeux, j'adore ça. Mais voilà, je voulais faire un épisode un peu plus tranquille, plus cosy, refaire un enregistrement seul dans mon studio, à vous parler d'un sujet précis et vous donner mon avis dessus. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de la série Lost. Lost, les disparus pour le titre français et Perdu pour le titre au Canada. C'est une série qui a été diffusée entre 2005 et 2010 en France sur TF1. Et pour vous la resituer, si vous voyez vraiment pas ce que c'est, un mauvais pitch, ça commence par le crash d'un avion sur une île, et c'est l'histoire des survivants du crash qui essaient de survivre sur cette île. C'est un mauvais pitch parce que si c'est bien une série dramatique, une série d'action et d'aventure, c'est aussi une série fantastique, et ce pitch ne le reflète pas du tout. Moi j'aime bien ce genre de série, fantastique ou science-fiction, où en fait l'histoire est très ancrée dans le réel. J'aime aussi le fantastique plus fantastique, comme Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, où là on sait que la magie existe, qu'il y a d'autres races en plus des humains, ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai que j'apprécie particulièrement les fictions, où le fantastique est inconnu de tous, en tout cas quand les personnages principaux pensent vivre dans notre monde, un monde normal en fait, alors que dans leur monde il se passe des choses soit paranormales dans le sens un peu magique, soit bizarres mais dans le sens technologiquement plus avancé que nous. On aura l'occasion d'en reparler d'un monde comme ça quand j'aborderai la série Fringe. Donc je vais essayer de ne pas faire de spoiler pour ne pas vous gâcher la série, si vous ne l'avez pas vue mais que vous voulez la voir ou voilà, la série d'ailleurs elle est dispo sur Amazon Prime. Je vais essayer de ne pas faire de spoiler mais je vais quand même en faire un, et il faut que je vous prévienne parce qu'il est de taille, parce que je vais spoiler un petit peu la fin. Parce qu'on va parler de la fin de la série qui explique quasiment tous les mystères. Je vous préviendrai au moment venu. Si vous ne voulez pas écouter cette partie, vous avez le sommaire qui vous permettra de la jumper. D'ailleurs, le sommaire, on va le lancer tout de suite. Et donc, on va commencer par une présentation rapide de la série. Combien de saisons, combien d'épisodes, et j'essaierai de vous faire un bon pitch. On va ensuite parler de 4 principaux personnages principaux. Ouais, parce que dans Lost, il y a très peu de personnages qui sont pas importants en fait. Donc je vais faire un focus sur seulement quelques personnages qui pour moi sont les plus importants quand on regarde la série d'un peu plus haut. On va revenir sur le côté fantastique de la série, sur les mystères qui entourent l'île. Et enfin, je vais essayer de vous expliquer la fin de la série. Je vous préviens déjà maintenant, ça va être un exercice qui est très compliqué. Vous écoutez Salut les rouflaquettes, et je profite de la fin du sommaire pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ce podcast, que ce soit sur Apple, Google, Deezer ou Spotify, mais aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, que vous pouvez activer la cloche pour ne rater aucun épisode, et que vous devez surtout pas hésiter à laisser un commentaire si vous avez une question, une remarque ou un avis sur ce que je suis en train de raconter. Donc Lost, c'est une série américaine composée de 6 saisons, ça représente 121 épisodes, c'est des épisodes de format 42 minutes, et le premier, il démarre sur l'explosion du vol 815 qui partait de Sydney pour aller à Los Angeles, et qui explose donc en 3 parties qui s'écrasent à des endroits différents d'une île non répertoriée sur les cartes, au milieu du Pacifique. Nous, on suit le groupe de survivants qui était à l'avant de l'avion, qui retrouve vite le cockpit, et pendant toute la première saison, on ne sait pas ce qui est arrivé à la queue de l'avion. C'est que dans la deuxième saison qu'on voit en fait où est-ce qu'elle s'est écrasée et qu'il y a une sorte de réunification des tribus. Donc vous allez me dire, 6 saisons sur des mecs qui sont écrasés sur une île, c'est peut-être un peu beaucoup. Et en plus, on n'a qu'à regarder Koh-Lanta si on veut voir ça. Et si vous me dites ça, vous avez sûrement raison. Sauf qu'assez rapidement, on se rend compte de 3 choses. Déjà, l'île, elle n'est pas déserte. En plus des survivants du crash, il y a d'autres personnes qui seront appelées les autres. Ils vivent ensemble, quelque part, en autarcie. Et en quelque sorte, c'est les antagonistes, c'est les méchants de la série. Aussi, on se rend vite compte qu'il se passe des choses bizarres sur l'île, comme par exemple le fait qu'on puisse croiser des ours polaires dans la jungle, le fait qu'il y ait un des personnages par exemple qui croise son père dans la jungle, alors que son père il était bien dans l'avion, mais surtout il était dans un cercueil, parce que pour des raisons de décès. Il y a aussi le fait qu'il y a des personnages qui soient guéris de leur maladie, comme un paraplégique qui peut marcher, ou une personne qui avait un cancer avant d'être dans l'avion et qui maintenant n'est plus malade. Ou alors même le fait que certains personnages se font attaquer par un gros monstre qui apparaît sous la forme d'une épaisse fumée noire. Et ce monstre, on sent bien venir, puisque quand il arrive, on entend ce son. Donc c'est le bruit de la fumée noire. Il semblerait qu'ils se soient inspirés du bruit d'une machine qui édite des tickets dans les taxis dans le Bronx. Donc j'ai jamais pris de taxi dans le Bronx, donc je sais pas si c'est vrai, mais voilà.
Et donc, troisième chose qui fait que la série, c'est pas juste un koh-lanta, c'est que tout au long de la série, on entend parler du projet Dharma. Le projet Dharma, ça semble être la réponse à toutes les questions qu'on se pose dans la série. La série joue énormément sur le suspense et la psychologie, le complot. Elle oppose assez souvent la science et la foi. Les 5 premières saisons servent à savoir qui sont réellement les survivants, qui sont réellement les autres, qui sont les gentils, qui sont les méchants. Et la 6e saison lève le voile sur les secrets de l'île. La série joue enfin beaucoup sur une narration un peu bizarre, puisque en général, chaque épisode se concentre sur un personnage et raconte 2 histoires, le présent sur l'île, mais aussi un flashback qui explique dans les premières saisons comment ce personnage a atterri dans l'avion, ou qui donne dans les saisons suivantes des éléments clés pour comprendre la psychologie de ce personnage. Il y a 3 fils conducteurs dans la série. Le présent sur l'île, ça fait la trame principale. La trame secondaire, c'est les flashbacks, donc les récits du passé. Des fois aussi, c'est des flash-forward, donc des récits du futur, ou ce qu'ils appellent des flash sideways, c'est-à-dire des récits qui se passent dans le présent, mais dans un présent alternatif. Il y a une des trames de la narration qui est sur l'île et sur ses mystères, avec notamment les autres, savoir qui ils sont, le projet Dharma. Et ça, c'est le côté un petit peu scientifique et le côté un peu complot de la série. Et comme je le disais, il y a un duel entre la science et la foi qui est régulièrement présent. Et tout au long de la série, il y a une morale qui est vraiment omniprésente. Cette morale, c'est le fait d'avancer malgré les difficultés, le fait de ne pas avoir à regarder en arrière, le fait de ne pas avoir de regrets et le fait de vivre ensemble ou mourir seul. C'est vraiment un truc qui revient souvent dans la série, le fait de devoir s'entraider et de ne pas partir tout seul dans son coin. Et pour finir la présentation de la série, à la création, on retrouve 3 personnes. Donc peut-être les 2 premiers noms, ça ne vous dira rien. C'est Jeffrey Lieber et Damon Lindelof. Mais le 3e, vous devez sûrement le connaître, c'est J.J. Abrams. Et lui, moi, c'est quelqu'un que je connais, j'aime beaucoup son travail. Notamment, il a réalisé les épisodes 7 et 9 de Star Wars. Et il est à l'origine de la série Fringe, dont je vous parlais au début de l'épisode. Je vais vous présenter que 4 personnages de la série, ceux qui pour moi sont vraiment les personnages principaux, même si, comme je le disais, ils sont tous importants. Ils ont tous au moins à un moment un rôle à jouer qui rend le personnage indispensable. Mais bon, il faut bien faire des choix, puisqu'il y en a beaucoup. Il y en a au moins 21 personnages principaux. Et encore, la liste que j'ai prise, moi je trouve qu'ils n'étaient pas tous. Et quand je dis que je vous présente 4, en fait, j'en présente que 3, parce que le premier, juste, je l'évoque vite fait, mais il est important pour la suite. Et les 3 autres, ils sont au centre du duel science-foi dont je parlais tout à l'heure. Donc, je fais le choix de parler en premier de Jacob, du coup, juste pour en dire 2 mots. Jacob, c'est un personnage qu'on ne voit jamais, ou très peu. Mais c'est un personnage qui est présenté par les autres comme le gardien de l'île, le protecteur de l'île, celui qui prend les décisions un peu importantes pour l'île. Et c'est tout ce que je vais en dire pour l'instant de ce personnage. Le gros personnage principal de la série, s'il devait y en avoir qu'un, c'est Jack. Donc Jack, il était dans l'avion, il est chirurgien, et naturellement, il devient, sans vraiment le vouloir, un leader dans le groupe des survivants. Il était à Sydney, en fait, lui, pour récupérer le cercueil de son père et le ramener à Los Angeles. Donc c'est lui qui voit son père dans la jungle une fois arrivé sur l'île. C'est un personnage qui est très intelligent, mais qui est très... Enfin, je dis mais ça s'oppose pas vraiment, mais il est très cartésien et très rationnel. C'est un scientifique, en fait. Et lui, il veut pas croire en les choses paranormales. Il est persuadé que tout a une explication scientifique. Et donc, du coup, lui, tout au long de la série, quand même, il représente le côté science. Un autre personnage principal qui arrive quand même plus tard dans la série, je ne sais même pas si on le voit dans les premières saisons, c'est Benjamin Linus. Parce que lui, il était sur l'île bien avant que le vol 815 s'écrase. Et très vite, on se rend compte que c'est le chef des autres. Lui, il est persuadé qu'il a des pouvoirs mystiques, qu'il faut avoir confiance en elle et en son gardien Jacob. Et quand on le voit, on a l'impression qu'il connaît tous les secrets de l'île. Et donc forcément, lui, il représente beaucoup le côté de la foi. Et le dernier personnage que je vais présenter, c'est John Locke. Lui, comme Jack, il était dans la partie avant de l'avion, sauf que c'est lui qui était arrivé sur l'île en fauteuil roulant. Et quand il se réveille sur la plage, il a retrouvé l'usage de ses jambes. C'est un personnage qui est important tout au long de l'histoire. Il joue vraiment plusieurs rôles. Et ça se reflète du fait que quand il arrive, du coup, il est du côté de la foi puisqu'il a réussi à retrouver l'usage de ses jambes.
il est dans le groupe des cartésiens alors que lui, il a la foi. Et quand il arrive à se créer son petit groupe de gens qui ont la foi, finalement, il perd sa foi, il redevient cartésien et il fait quelques changements comme ça au cours de la série. Donc, je ne vais pas présenter davantage de personnages, mais je vais quand même en évoquer quelques-uns que j'aime bien, comme Sawyer par exemple. C'est un personnage qui est un peu casse-cou, un peu borderline. C'était un arnaqueur professionnel avant d'atterrir sur l'île. Il y a aussi Charlie, qui était guitariste d'un groupe de rock et qui, lui, se bat contre une addiction à l'héroïne. Il y a Hurley, ou Hugo, Hurley c'est son surnom, qui est devenu millionnaire en jouant une série particulière de nombres au loto et qui, depuis qu'il a gagné au loto, il est maudit, il lui arrive que des malheurs. Il y a aussi Saïd, qui est un soldat irakien qui est spécialisé dans la communication. Et il y a Sun et Jin, qui sont un couple de Coréens. Donc Jin ne parle pas un mot d'anglais et il ne sait pas que Sun, elle, le parle couramment. Donc voilà pour les quelques personnages dont je voulais vous parler. Ensuite, j'aimerais revenir sur la partie du coup fantastique. Comme je ne veux pas spoiler, je vais juste présenter certains mystères sans les expliquer, juste pour les évoquer. Donc si vous connaissez la série, vous devriez voir de quoi je parle. Que vous connaissiez ou pas la série, ça risque d'être court et frustrant. Mais si vous voulez des explications, certaines seront données dans la dernière partie du podcast. Et sinon, il faudra regarder la série ou alors aller chercher sur Internet. Déjà, on va commencer par un mystère qui, lui, n'a pas de réponse. La série ne donne jamais d'éléments de réponse par rapport à ça. C'est un personnage, j'en ai pas parlé, il s'appelle Walt. Donc c'est le fils d'un autre personnage qui s'appelle Michael. Tous les deux étaient dans l'avion avec Jack et les autres. Et dans la saison 1, Walt, il se fait kidnapper par les autres. Il se trouve qu'en fait, Walt, il a des pouvoirs un peu spéciaux. Il arrive à communiquer malgré son kidnapping. Il arrive à communiquer avec son père. Voilà, il se passe des choses autour de lui. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. Et la série, encore une fois, ne donne pas de réponse. Un autre mystère, c'est la fameuse suite de nombres que Hurley joue pour gagner au loto. Donc c'est le 4, 8, 15, 16, 23, 42. Cette série de nombres est très présente dans la série. Les survivants, ils l'entendent à la radio. Sur l'île, il y a une émission radio, donc une émission, pas une émission avec un animateur, tout ça. Il y a des ondes qui sont émises, un signal qui est émis. Et ce signal, quand ils l'écoutent, ils entendent la suite de nombres qui ne s'arrête jamais. Cette suite de nombres est gravée sur la trappe d'un bunker qu'ils trouvent. Cette suite de nombres, c'est aussi un code à rentrer dans un ordinateur à un moment. Cette suite de nombres, on la voit aussi sur des vêtements à un aéroport. Il y a une équipe de volées qui prend l'avion, elles ont toutes leurs maillots et chacune porte un de ses numéros. La suite, c'est 4, 8, 15, 16, 23, 42. 8, 15, 815, c'est le vol qui ont pris les survivants là, pour le vol qui s'est écrasé. Donc ces chiffres apparaissent aussi sur des médicaments. Ils apparaissent vraiment très très souvent dans la série. Et eux, par contre, à la fin, on sait à peu près ce qu'ils veulent dire. Et ça, je vous en parlerai ensuite. Donc, comme autre mystère, il y a aussi le fait que l'île semble avoir des propriétés curatrices, puisque Locke n'est plus un fauteuil. Il y a un personnage qui s'appelle Rose qui guérit de son cancer. Il y a le père de Jack qui est aperçu vivant, pas que par Jack d'ailleurs. Un autre mystère, bien sûr, c'est le monstre, la fumée noire dont je vous ai mis le son tout à l'heure, qui arrive à tuer des personnages, qui arrive à en kidnapper. On apprend plus tard, petit spoiler, donc passez de quelques secondes si vous voulez pas le savoir, mais on apprend plus tard qu'elle peut prendre aussi forme humaine. C'est vraiment un gros mystère sur ce que c'est que cette fumée noire. Et bien sûr, il y a tout le mystère autour des autres, ceux qui étaient déjà sur l'île et qui ont investi des locaux estampillés Projet Dharma. Donc, qui sont-ils? Comment sont-ils arrivés là? Qu'est-ce que c'est le Projet Dharma? À quoi ça servait? Ça, vraiment, les autres et Dharma, c'est deux gros mystères de la série. Donc pour finir sur le podcast, je vais essayer de vous expliquer la fin de Lost. C'est un peu chaud parce que déjà, elle n'est pas forcément facile ni à expliquer ni à comprendre. Et en plus, je vais essayer de ne pas trop spoiler non plus. Donc si vous voulez jumper cette partie, on se retrouve pour la conclusion. Je vous repréviens, ça va être très très chaud à expliquer et à comprendre aussi. Le mieux, c'est quand même de regarder la série. Donc on est parti. En gros, pour comprendre les mystères de Lost, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé en l'an -1. Donc déjà, il faut savoir qu'au cœur de l'île, il y a une source qui est matérialisée par une source d'eau et de lumière. Et un personnage nous explique que c'est
la source, c'est la vie, c'est la mort. Voilà, c'est quelque chose de très puissant. C'est une source d'énergie quasiment infinie. Voilà. En fait, le Jacob, le premier personnage que je vous ai présenté et qu'on voit jamais, ben, il existe. C'est bien le gardien de l'île et il est né à cette époque-là, en -1. Il est né et juste après lui est né son frère jumeau qu'on appelle Samuel dans la série, même si en fait ce prénom il est jamais utilisé. Il était utilisé sur des storyboards faits par les créateurs, les auteurs. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise aujourd'hui dans l'univers de Lost, mais ce nom n'est jamais utilisé. Dans la série, on nous dit que la mère savait pas qu'elle allait avoir des jumeaux, et du coup, elle avait prévu qu'un seul prénom. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Jacob et Samuel ont été élevés par une femme qui était la gardienne de l'île. Et cette femme, de ce qu'on sait nous, c'était la première personne à avoir été sur l'île. Et on ne sait pas trop comment elle est arrivée là, on ne sait pas trop pourquoi. Ça reste un mystère. Mais elle assiste à la naissance de Jacob et Samuel. Et une fois que Jacob et Samuel sont nés, donc la mère dit que le premier c'est Jacob, elle ne savait pas qu'il y avait le deuxième. Et cette femme tue la mère des enfants. Elle leur fait croire qu'elle est leur mère et que rien n'existe dans la vie à part cette île. Et elle leur dit que les humains sont mauvais, qu'il ne faut pas les approcher. D'ailleurs, elle leur explique qu'ils ne peuvent pas... Enfin, je dis d'ailleurs, il ne fallait pas que je dise d'ailleurs, mais elle leur explique que Jacob et Samuel ne peuvent pas ni se blesser, ni se tuer l'un l'autre. Et un jour, il faudra que un d'eux prenne sa place en tant que gardien. Donc à partir de là, cette femme, on va l'appeler la mère, même si c'est pas leur vraie mère. Eux, au début, ils le savent pas. Et du coup, dans la série, elle s'appelle la mère. Donc tout porte à croire que ce sera Samuel qui sera le nouveau gardien. Mais un jour, les garçons apprennent que déjà, celle qu'ils appellent leur mère, c'est pas leur mère, puisqu'elle a tué leur mère biologique, mais en plus qu'il existe bien des choses en dehors de l'île. Donc Samuel décide d'aller vivre avec les hommes survivants du naufrage de leur vraie mère. Et Samuel, son unique but, c'est de quitter l'île. Avec ces hommes-là, ils sont presque sur le point d'y arriver. Et du coup, le personnage qu'on appelle la mère, une nuit, elle tue tous les humains. Samuel, de rage, il va tuer ce personnage, donc la mère. Et Jacob, qui ne peut ni blesser ni tuer son frère, l'attrape et le jette dans la source de l'île. C'est là que Samuel se transforme en la fumée noire. Et donc en fait, ce monstre, c'est Samuel qui essaye de quitter l'île par tous les moyens possibles. Et notamment, il peut prendre la forme d'autres personnages. Et c'est lui qui prend la forme, par exemple, du père de Jack pour les attirer à certains endroits. Et voilà, je vais pas en dire plus sur lui, mais voilà, c'est vraiment un personnage très important et qui, Jacob et lui, à eux deux, résolvent plein de mystères par rapport à l'île. Donc depuis que Jacob est le gardien de l'île et que Samuel est le monstre, le seul but de Samuel devient encore plus de quitter l'île, si possible, de tuer Jacob. Et lui, Jacob, régulièrement, il attire des hommes sur l'île parce qu'il a deux buts. Le premier but, c'est de montrer à Samuel que les hommes sont bons et que voilà, l'homme n'est pas mauvais de nature et que l'homme n'a pas vocation à pécher. Et le deuxième but, c'est de trouver son successeur, celui qui sera le nouveau gardien de l'île après lui. Jacob, il choisit des candidats qui se sentent seuls, comme lui, et qui n'ont plus d'attache avec la vie extérieure. Il peut observer ces candidats depuis un phare sur l'île, dans lequel il y a un gros système de miroirs, et en gros, il y a une énorme roue, et quand il tourne la roue, sur chaque angle, en fait, donc ça fait 360 degrés, et sur chaque angle, il peut voir la vie des candidats. Donc on peut noter que chaque angle correspond à un candidat, et il y a 6 candidats particuliers. S'il va à 4 degrés, il voit Locke, à 8, il voit Hugo, à 15, il voit Sawyer, à 16, il voit Saïd, à 23, il voit Jack, et à 42, on ne sait pas trop qui il voit, c'est soit Jean, soit Sun, parce qu'en fait sur la roue c'est écrit que les noms de famille, et comme Jean et Sun sont mariés, ça peut correspondre soit à l'un soit à l'autre. Mais donc, les 6 candidats qui sont d'ailleurs les 6 derniers qui restent sur l'île, je dis une connerie, mais il y en a 5 qui sont encore à la fin sur l'île, c'est la fameuse suite de nombres 4, 8, 15, 16, 23, 42. Jacob, lui, il a le pouvoir de quitter l'île quand il veut. Et d'ailleurs, il a été à la rencontre de tous les candidats avant leur naufrage sur l'île. Et il les a tous touchés. Et en les touchant, en fait, ça les a destinés en quelque sorte à être ramenés sur l'île.
Donc maintenant que j'ai raconté ça, ce chose qui se passe avant l'histoire de Lost, avant le crash du vol 815, je vais pouvoir vous raconter la fin. En fait, la saison 6, il y a 2 narrations en simultané comme la plupart des épisodes. La première narration, on est sur l'île et on apprend l'histoire de Samuel et Jacob, celle que je viens de vous raconter. Et le suspense, c'est de savoir si Jacob va trouver son successeur ou si Samuel va réussir à faire tuer Jacob et à quitter l'île. Donc je vous le dis, là c'est vraiment encore un plus gros spoiler par rapport à tout, c'est qu'à la fin, Jack accepte d'être le gardien de l'île, il doit se sacrifier pour sauver l'île, et donc il est gardien, il sait qu'il va se sacrifier, juste avant de se sacrifier, il transmet son pouvoir de gardien à Hugo, et à la fin, Jacob il est mort, et Samuel il est toujours prisonnier de l'île. Dans la seconde narration, et c'est là que ça devient un peu plus difficile à comprendre quand on regarde la série, en fait on revient au début de la série, on revient dans le vol 815 de Sydney à Los Angeles, sauf que l'avion il s'écrase pas. Il y a les turbulences comme dans le premier épisode, sauf que les turbulences s'arrêtent et l'avion atterrit normalement. On voit tous les passagers vivre leur vie comme si de rien n'était, comme si le crash n'avait jamais eu lieu, sauf que petit à petit, chacun à leur tour, ils se rappellent, entre guillemets, de ce qu'ils ont vécu sur l'île. Sauf qu'apparemment, ils n'ont jamais vécu puisqu'ils ne se sont pas écrasés, puisque l'île a été engloutie. Mais tous, donc au fur et à mesure, se rappellent, et Jack, en dernier, s'en rappelle. Et en fait, tous, une fois qu'ils s'en sont rappelés, savent qu'ils doivent aller à un endroit particulier. Ils doivent aller à l'église où il va y avoir les funérailles du père de Jack. À la fin, donc du coup, tout le monde va se retrouver là-bas. Et il n'y a que Hugo et Benjamin Linus qui se retrouvent là-bas, mais qui restent en dehors de l'église. Dans l'église, on a le père de Jack qui n'est pas mort, qui accueille son fils, et tous les personnages de la série sont présents, sauf toujours Hugo et Benjamin Linus. Et la série se termine sur l'image du père de Jack qui ouvre des portes qui laisse apparaître une puissante lumière. Donc en gros, la fin, c'est que tous les personnages se retrouvent à leur mort pour aller vivre une nouvelle aventure dans l'au-delà. Ils ne sont pas tous morts en même temps, hein. Certains sont morts avant Jack, d'autres après, mais là où ils sont, la notion de temps n'a pas réellement de sens. Les 2 seuls qui restent en dehors de l'église, Hugo et Benjamin Linus, en fait, ils restent en dehors de l'église parce qu'eux, ils ne sont pas morts, eux, ils sont devenus les gardiens de l'île. En fait, Hugo devient le gardien de l'île parce que Jack lui donne le pouvoir. Et Hugo propose à Ben de devenir son numéro 2 parce que donc Benjamin Linus, connaît plein de choses sur l'île que Hugo ne connaît pas. Et donc Hugo lui propose de rester, de devenir son numéro 2. Moi, cette fin, je la trouve très très bien. La saison 6, encore une fois, elle explique pas mal de mystères. Elle résout pas mal de mystères de la série. Mais j'avoue que quand je l'ai vue, j'ai pas tout de suite compris. Mais c'est dû à une erreur de montage, entre guillemets, un truc qui, je pense, n'aurait pas dû faire comme ça, mais bon, ils n'ont pas forcément eu le choix, les auteurs. En fait, donc, la fin de la série, on voit les portes qui s'ouvrent, la lumière, tout devient blanc, et c'est la fin. Sauf qu'après la fin, comme dans toutes les séries, comme dans tous les épisodes, il y a des crédits quand même, pour dire qui a fait l'épisode, les acteurs, patati patata. Et comme les diffuseurs ne voulaient pas que les dernières images avant la pub, ça soit ce truc un peu mystique de la vie après la mort, ils ont demandé aux auteurs et aux scénaristes, à toute l'équipe, de rajouter des images après. Donc sur les écrans de fin, si vous avez déjà vu Lost, vous voyez un peu comment c'est l'écran de fin. À chaque fois, il y a une moitié d'écran où c'est des images et en dessous, c'est le texte. Bon, mais là, les images, je sais pas qui a choisi de faire ça, mais dans la première saison, enfin quand ils ont commencé le tournage, ils ont filmé l'épave de l'avion sur la plage sans aucun acteur, sans aucun figurant, juste ça. Et c'est ça qu'ils ont diffusé à la fin. Mais donc du coup, c'est vrai qu'on n'est plus dans la série puisque c'est les crédits. Mais moi quand j'ai regardé ça, je me suis dit ah ouais, en fait, ils sont tous morts, il n'y a personne qui a survécu et tout ce qui est sur l'île en fait, ça s'est passé dans leur tête. Mais les créateurs ont affirmé, ils ont confirmé qu'en fait, oui, tout ce qui s'est passé sur l'île, ça s'est réellement passé. Et effectivement, donc ils ont expliqué cette histoire d'annonceur, de fait de ne pas vouloir arrêter la série comme ça et de suite envoyer des pubs. Et donc ils ont choisi ces images. Voilà. Moi je pense qu'ils n'auraient pas dû parce que c'est un peu confusant, je ne sais pas si c'est un mot, mais
Mais voilà, en tout cas, j'ai dû aller chercher et effectivement, moi je trouve que c'est une très bonne fin de série. Je sais que apparemment sur Internet, les gens sont très divisés en meilleure fin de série du monde ou pire fin de série du monde. Je dirais pas que c'est la meilleure fin de série, mais c'est quand même une bonne fin. Je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux en fait, en expliquant tous les mystères. Parce que voilà, il voulait vraiment travailler sur ce truc métaphysique, voilà, ce rapport avec Dieu, la vie après la mort, combattre les démons qui sont à l'intérieur de nous. Et donc voilà. Donc voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de découvrir cette série ou qu'il vous aura appris des choses dessus. Moi, c'est une série que j'ai adorée. Maintenant, c'est vrai que 6 saisons, c'est long. Et c'est pas le genre de série où on peut regarder un épisode comme ça au hasard et l'apprécier quand même dans son ensemble. Dans une série comme Friends, Scrubs ou des séries comme NCIS, Monk ou je sais quoi, oui, chaque épisode se suffit à peu près à lui-même. Là, avec Lost, c'est pas du tout le cas. Et à moins d'avoir beaucoup, beaucoup de temps, je pense pas que je regarderai cette série encore une fois. En attendant le prochain épisode, portez-vous bien, faites attention à vous, profitez des vacances si vous êtes en vacances. Des bisous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes.